Amis, il ne nous manque plus que peu pour atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous et rejoignez-nous. Car cela nous déçoit que 80% regardent sans s'abonner, nous aimerions voir votre réaction. Vous vous êtes abonné? Alors on commence. Bon visionnage. Le ciel était d'une obscurité profonde, la visibilité inexistante. Après avoir reçu le signal, 2 coups de feu étouffés furent tirés, provoquant l'effondrement de 2 gardes. Les coups de feu continuèrent pendant les 15 minutes suivantes. Une fois que tout tomba dans le silence, la radio résonna. Le bâtiment était dégagé, prêt pour l'évacuation. 14 ans plus tard, je me suis retrouvé par la fenêtre de la chambre d'hôtel, contemplant le coucher de soleil, me remémorant comment tout a commencé et réfléchissant à la manière dont je suis arrivé ici, en train de siroter ma vodka. Le liquide brûlait lorsque je l'avalais, reflétant les souvenirs des semaines passées. Néanmoins, je m'accrochais à l'espoir que tout n'était pas perdu. Vous voyez, il y a 6 semaines, je tombais par hasard sur la découverte que ma femme, avec qui j'étais marié depuis 12 ans, avait une liaison. La révélation s'est produite par accident. Mais n'est-ce pas ainsi que la plupart des maris naïfs découvrent cela? Au fait, je m'appelle Logan. Jamie et moi nous sommes rencontrés pendant notre année de junior à l'université, nous avons fréquenté jusqu'à la remise des diplômes. J'ai rejoint le corps des marines, et elle a entrepris une recherche d'emploi. À cette époque, je l'aimais mais ne voulais pas qu'elle m'épouse pendant que j'étais stationné, qui sait où. Cela me semblait injuste pour elle. Ainsi, 5 ans plus tard, après avoir terminé mon service militaire, je suis rentré chez moi et, en quelques semaines, j'ai décroché un bon emploi dans une grande entreprise dans leur groupe de vente. Il s'est avéré que mon patron était également un marine et qu'il avait une préférence pour l'embauche d'anciens militaires en raison de notre éthique de travail disciplinée. J'excellais dans mon travail, me faisant un nom. Pendant cette période, j'ai décidé de revenir sur la scène des rencontres, explorant des sites en ligne. À ma grande surprise, j'ai retrouvé ma douce moitié de l'université, Jamie, sur l'un d'eux. Mon Dieu, elle est magnifique sur ses photos. Maintenant, Jamie n'a peut-être pas l'apparence d'un top modèle, mais elle a un corps. À l'université, elle poursuivait une danse moderne, donnant la priorité à rester en forme, et quel corps elle a, mesurant un M68 avec des jambes évoquant celles d'une danseuse, elle n'est pas trop musclée mais bien proportionnée, arborant une silhouette extraordinaire. Ses longs cheveux bruns riches encadrent son visage, accompagnés de ses yeux bruns foncés et d'un sourire qui fait fondre mon cœur à chaque fois que je le vois. Elle dégage ce look de fille à accent grave côté, douce et innocente, avec juste assez d'aménité pour le bon goût. Je me suis inscrit le plus rapidement possible et l'ai contactée immédiatement. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'elle a répondu, s'interrogeant sur où diable j'avais été et pourquoi je ne l'avais pas appelée ou envoyé un email au cours des 5 dernières années. Si elle était si contrariée par mon absence de contact pendant mon service militaire, alors elle devait certainement m'avoir manqué. C'était un très bon signe. Bientôt, nous avons commencé à sortir ensemble, reprenant essentiellement là où nous nous étions arrêtés à l'université. En moins d'1 an, nous étions mariés, et 1 an plus tard, nous avons accueilli notre premier enfant, Rebecca. Mon travail progressait bien, même si je me suis retrouvé à voyager davantage, ce qui était anticipé. 2 ans plus tard, notre seconde fille, Amy, est venue au monde. Depuis lors, j'ai été promu, et nous habitons maintenant dans une belle maison dans un bon quartier avec d'excellentes écoles. Bien que je voyage encore beaucoup, parfois pendant 2 semaines chaque mois, c'est une nécessité pour mon travail. Ce n'est que quelques années plus tard que Jamie a commencé à se demander quand je réduirais mes voyages. Sa présence me manquait et elle se sentait plus en sécurité lorsque j'étais chez moi. Je lui ai expliqué que c'était une partie nécessaire de mon travail, lui assurant que ce ne serait pas beaucoup plus longtemps avant que je ne sois promu au niveau supérieur, réduisant significativement mes voyages et me permettant d'être chez moi plus souvent. Elle a accepté cela à contre-ségur, mais elle n'était pas ravie de me voir partir pour mon prochain voyage. Avec le recul, j'aurais dû réaliser qu'il y avait des problèmes, mais j'aimais et faisais pleinement confiance à ma femme, ce qui m'a rendu aveugle au premier signe de problème. Le premier indice était nos disputes sur des questions triviales. À mon retour, elle m'accusait de choses qui n'étaient pas liées à moi. Si tu étais plus souvent à la maison, cela ne se produirait pas, ou nous avons besoin de toi ici, pas à parcourir le pays. Elle avait un point valide, bien qu'il m'ait fallu du temps pour le réaliser. Le deuxième indice est apparu lorsque j'ai trouvé certains de ces nouveaux sous-vêtements dans la lessive. En cherchant une chemise, je suis tombé sur des sous-vêtements en soie et un haut en soie assorti. Ma femme a généralement des goûts simples,
optant pour un t-shirt et un short ou un pantalon de survêtement au coucher. La seule fois où je lui ai acheté quelque chose de Victoria's Secret, elle ne l'a porté qu'une fois et plus jamais. Cependant, la lingerie que j'ai trouvée était inconnue, et je supposais qu'elle l'avait achetée pour elle-même. Le troisième indice était la baisse de notre activité au lit. Nos rencontres autrefois passionnées et romantiques diminuaient, avec elle apportant diverses excuses. Épuisé, cela ne semblait pas initialement problématique, et je croyais que les choses redeviendraient normales une fois que mes voyages seraient réduits. Je me suis abstenu d'appuyer sur le sujet, conscient que le fait d'y insister aggraverait une situation déjà difficile. Le coup final fut dévastateur lorsqu'il fut révélé pour la première fois, et j'étais hésitant à l'accepter. Un ami commun a vu Jamie avec quelqu'un à un marché fermier à 64 km de chez nous. Pensant d'abord qu'il s'agissait de moi, il les a vus se tenir par la main, rire, se toucher et s'embrasser. Lorsqu'il s'est approché, il a réalisé que ce n'était pas moi. Sentant quelque chose d'anormal, il s'est discrètement éloigné, les suivant pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il s'en aille en voiture. Je me souviens encore de cet appel. Mon téléphone a vibré alors que je sortais d'une réunion. Frank m'a appelé et m'a informé qu'il avait quelque chose d'important à discuter. Je lui ai dit que j'étais entre deux réunions et que je ne pouvais pas parler, lui suggérant que nous pourrions nous parler plus tard. Frank a accepté et m'a demandé de l'appeler dès que possible, exprimant une certaine inquiétude dans sa voix. Je lui ai assuré que je le ferais et lui ai demandé si c'était urgent, à quoi il a répondu que cela pouvait attendre. J'ai raccroché, sans me soucier de l'appel, en pensant que Frank m'aurait informé si c'était vraiment urgent. Plus tard dans la soirée, j'ai rappelé Frank. Je lui ai demandé la raison de son appel et ce qui était si important. Frank a hésité avant de révéler qu'il avait vu ma femme avec un autre homme plus tôt dans la journée. J'ai demandé si elle était avec un ami, ressentant un certain malaise. Frank a eu du mal à transmettre la mauvaise nouvelle, affirmant qu'il semblait être un couple, se tenant par la main, riant et s'embrassant. Il s'est excusé d'être le porteur de cette nouvelle et a suggéré que ma femme pourrait avoir une liaison. Ces mots m'ont frappé si fort que je me suis retrouvé engourdi. Qu'est-ce qui lui faisait penser cela? Nous étions mariés heureux, et elle n'avait aucune raison de le faire. Je ne pouvais pas compléter ma pensée. Les indices que j'avais remarqués précédemment prenaient soudain tout leur sens, mais je résistais à y croire. Frank m'a ramené, exprimant qu'il savait que c'était difficile, mais que je devais être conscient de la situation. Il a suggéré qu'il pouvait encore y avoir de l'espoir pour sauver mon mariage et a offert son soutien, me disant de lui faire savoir si j'avais besoin de quoi que ce soit. J'ai acquiescé et remercié avant de raccrocher, assis sur le lit et luttant avec la réalité ou cette potentielle blague cruelle. En réfléchissant, ma colère s'intensifiait à l'idée que ma femme me trompait. Pendant le vol retour, j'ai commencé à me calmer et à réfléchir plus clairement à ce qui devait être fait. Sans preuve solide, je ne savais pas par où commencer. À mon arrivée, mon premier appel a été à Frank, demandant des détails sur l'homme avec qui elle était. Protéger mes filles de nos problèmes était crucial. Je voulais sauver mon mariage. Frank m'a conseillé de ne rien faire que je pourrais regretter et a partagé qu'il avait un ami qui avait vécu une situation similaire. Il m'a suggéré de lui parler pour obtenir des conseils sur la manière de gérer la situation, soulignant l'importance d'éviter des ennuis ou d'aggraver les choses. Les conseils de Frank m'ont parlé et j'ai reconnu que j'avais besoin de conseils de quelqu'un qui avait fait face à une situation similaire. En ce moment, le meilleur plan d'action était de rentrer chez moi et d'agir comme si tout était normal. Si elle soupçonnait que j'étais sur la bonne voie, ce serait plus difficile de rassembler des preuves contre elle. J'espère me tromper, mais je suis certain de ce que j'ai vu ce jour-là. Frank avait raison. À mon arrivée chez moi, j'ai réussi à me composer suffisamment pour agir normalement autour de Jamie et des filles. Ce n'était pas une promenade de santé, mais j'ai réussi à passer à travers. Dans les jours qui ont suivi, j'ai fouillé la maison à la recherche de preuves de sa liaison, mais rien ne se remarquait. Pourtant, un sentiment lancinant persistait que je pourrais manquer quelque chose. Frank a appelé, suggérant que je parle à son ami. J'ai accepté de les rencontrer dans un bar de l'autre côté de la ville le lendemain après le travail, le cachant à Jamie en mentionnant de longues réunions. Dans le bar de plongée, j'ai trouvé Frank et son ami Mark dans une banquette au fond, buvant de la bière. Frank a levé les yeux en voyant que je m'asseyais. Mark m'a accueilli en tant qu'ami que Frank avait mentionné. Nous avons échangé des salutations, bien que personne ne semblait ravi d'être là. Mark parlait, ayant été informé par Frank de ma situation.
Il a exprimé sa sympathie pour mes sentiments mais m'a mis en garde contre le fait de commettre les mêmes erreurs qu'il avait commises, partageant son expérience douloureuse de la vengeance. Cela lui a valu une peine de 5 ans de prison et la perte de tout lors de son divorce et de sa poursuite contre sa femme et son patron. Il m'a mis en garde contre toute action d'imprudente, son regard intense. J'ai simplement hoché la tête. Curieux d'alternative, j'ai demandé ce qu'il aurait fait différemment. Marc a admis qu'il aurait quand même visé le patron, mais d'une manière plus subtile pour le prendre au dépourvu. Il a exprimé un profond mépris pour l'homme qui lui a volé sa femme. En ce qui concerne sa femme, sachant ce qu'il sait maintenant, il aurait opté pour le divorce. Notre conversation a ensuite approfondi les choses à faire et à ne pas faire dans ma situation. La première étape était de sécuriser des preuves accablantes de l'infidélité de ma femme pour éviter tout déni lors de la confrontation. La deuxième étape consistait à consulter un avocat spécialisé en divorce pour comprendre comment protéger mes actifs et déterminer mes droits dans cette situation. La troisième était de garder une quantité substantielle d'argent liquide sous la main au cas où elle découvrirait mes actions et gênerait les comptes et cartes de crédit. Enfin, il était crucial de s'assurer un petit appartement ou des arrangements de vie alternatifs au cas où je déciderais de partir, en veillant à avoir un endroit où rester. Bien que ces suggestions soient saines. Je croyais initialement que je pourrais résoudre le problème par la conversation. Cependant, dès que j'ai mentionné cela, Marc a frappé son poing sur la table. Marc a souligné l'importance de ne rien faire de stupide, soulignant que son nouveau petit ami pourrait lui remplir la tête d'histoires. Il a suggéré que, avant d'aborder ma femme, je devrais comprendre ce qu'elle avait entendu et ce qu'elle croyait. Marc a établi des parallèles avec mon expérience militaire en tant que marine, soulignant l'importance des bonnes informations dans une bataille. Il a insisté sur la nécessité d'un plan d'attaque et d'une stratégie pour quand les choses tourneraient mal, soulignant l'importance de savoir quelle direction emprunter. Sa question sur mon service militaire m'a pris au dépourvu, et j'ai confirmé que j'étais marine. J'ai remis en question la pertinence de cela, et Marc a continué à souligner l'importance d'avoir un plan et une stratégie en liant cela à ma situation actuelle. J'ai soupiré, luttant pour accepter la possibilité que mon mariage apparemment heureux en soit venu à cela. Marc s'est excusé discrètement, et nous sommes restés en silence jusqu'à ce que Franck le rompe en demandant quel était mon plan et comment je voulais gérer la situation. Reconnaissant la nécessité, j'ai exprimé mon désir de sauver mon mariage si possible. Mais plus que tout, je souhaitais que l'autre homme souffre sans risquer ma propre liberté. J'ai clarifié que l'obtention de preuves et d'informations sur mon adversaire était une priorité. Marc a souri à mon dernier commentaire. Il a déconseillé d'engager un détective privé, citant sa propre expérience coûteuse et peu productive. Avec accès à ses comptes bancaires, cartes de crédit et enregistrements téléphoniques, il a suggéré de vérifier les achats ou appels inhabituels. En outre, explorer la possibilité d'un deuxième téléphone portable et d'installer des caméras cachées autour de la maison pour des enregistrements visuels et audio. Malgré l'inconfort, j'ai accepté, déterminé à le faire payer. Notre conversation s'est poursuivie pendant 1 heure supplémentaire, au cours de laquelle j'ai mentalement noté les suggestions faites. Les conseils de Marc ont souligné l'importance de ne pas discuter de la situation au travail jusqu'à ce que j'identifie le partenaire potentiel de ma femme, considérant le risque que quelqu'un de familier avec mon emploi du temps ne s'en aperçoive. Il a également mentionné qu'il aurait approché le partenaire de sa femme de manière plus subtile, ce qui a renforcé ma détermination à élaborer un plan pour surpasser cette personne. Cependant, j'avais besoin de plus d'informations et d'assistance. Le lendemain de travail, j'ai examiné mes projets de voyage pour le mois à venir, découvrant un voyage de 2 jours. Inquiet qu'une personne au travail connaisse mon calendrier, j'ai discrètement parlé à mon patron, suggérant que je pourrais prolonger la visite du client pour 1 semaine entière. Il a approuvé l'idée sans hésitation. La prochaine étape consistait à créer l'illusion d'être absent tout en revenant discrètement. Avec une carte de débit prépayée et de l'argent, j'ai acheté un billet de retour sur une autre compagnie aérienne. En ligne, j'ai acheté plusieurs caméras espions et un appareil photo ordinaire avec un puissant zoom et de bonnes capacités en faible luminosité. Cela constituait la première partie de mon plan pour découvrir l'identité de cette personne. La deuxième partie visait à les capturer en flagrant délit en vidéo, éliminant tout doute sur son infidélité. Ma journée était dédiée à un traçage et un plan minutieux, une compétence que j'excellais. Cependant, la pièce cruciale manquante était l'identité de l'homme impliqué. Tant que cela ne serait pas résolu, je ne pouvais faire confiance à personne, même pas à mon meilleur ami et patron, Al. Reconnaissant qu'il me faudrait du temps pour découvrir le nom de cette personne, je restais
Déterminé. D'ici la fin de la semaine, tous les articles commandés avaient été livrés chez Franck. Maintenant, je n'avais besoin que de l'occasion d'installer discrètement les caméras espions dans ma maison. Avec les courses de Jenny le samedi avec les filles et sa mère, la maison serait vide. Après plusieurs heures, toutes les caméras étaient en place et testées. Je pouvais même les surveiller en temps réel depuis ma tablette ou mon ordinateur portable via Internet et observer ce qui se passait. Une fois les caméras installées, je suis passé à la recherche d'indices dans la maison. J'ai d'abord vérifié les factures de carte de crédit pour toute dépense inhabituelle, suivi d'une inspection de ses placards pour voir si elle avait acheté de nouveaux vêtements plus révélateurs ou ajustés. Bien que ma recherche n'ait pas donné de preuves concrètes, j'ai trouvé quelques articles récents, y compris une très courte robe rouge que je ne l'avais jamais vue porter auparavant. L'idée qu'elle porte cela pour quelqu'un d'autre que moi me perturbait. Malgré l'absence de preuves définitives, la robe rouge représentait un changement par rapport à sa tenue habituelle, me poussant à avoir besoin de temps pour réfléchir. J'ai opté pour un jogging de 5000 en short de course et en chaussures, un long run qui calmait généralement mon esprit et m'apportait de la clarté à mon retour. En arrivant chez moi, voyant la voiture de Jamie dans l'allée, je savais que mes filles, que j'appelais affectueusement mes anges, étaient à la maison. Leur voix et leur rire en entrant ne manquaient jamais de me faire sourire. En appelant Jamie, j'ai été joyeusement accueilli par mes filles courant depuis le salon pour partager leur journée. Jamie est sortie de la cuisine, s'enquérant de ma course et m'embrassant sur la joue avant de chasser les filles. Après les préparatifs du dîner, consistant en des côtelettes de porc, j'ai apprécié une douche et notre repas du soir, suivi du coucher de nos filles. Dans le salon, nous avons regardé la télé. Bien que ma préoccupation à propos des actions de Jamie pendant mes voyages m'ait rendu inconscient de l'écran, me sentant accablé, j'ai annoncé un coucher précoce, me retirant dans notre chambre. Dans la chambre, remarquant le sac à main de Jamie sur le coffre, j'ai tenté ma chance et fouillé à la recherche d'indices. À mon grand désespoir, j'ai découvert un téléphone portable bon marché, inconnu jusqu'alors. En l'allumant, j'ai enregistré le numéro et examiné le journal d'appel, ne trouvant qu'un numéro inconnu, que j'ai également noté avant d'éteindre le téléphone. Cette nouvelle preuve m'a poussé à accepter enfin le fait qu'elle avait une liaison. Le cœur brisé et consumé par le désir de vengeance, je me suis souvenu des conseils de Marc de ne pas agir de manière impulsive et j'ai résolu d'être patient. En me changeant rapidement, je suis allé me coucher, prétendant dormir lorsque Jamie m'a finalement rejoint, évitant la conversation pour prévenir des révélations involontaires. Les jours suivants ont été difficiles, tentant de maintenir un semblant de normalité après avoir découvert des preuves accablantes. Alors que le matin d'un autre voyage d'affaires approchait, j'ai effectué ma routine habituelle, empaquetant mes affaires dans la voiture. Juste avant de partir, j'ai demandé à Jamie si elle avait quelque chose de spécial de prévu pendant mon absence. Recevoir un regard étrange alors qu'elle mentionnait la routine habituelle. Traversant les explications possibles dans mon esprit, je dis un rapide au revoir et conduisis à l'aéroport, me demandant si les caméras de notre maison captureraient son interaction avec la personne impliquée. Bien que j'espérais pour sa décence de s'abstenir de l'amener dans notre lit, je devenais de plus en plus certain que, avant tout cela, elle ne m'avait jamais trompé. Dans les jours suivants, concluant mon travail avec le client particulier en un temps record, je faisais mes valises, me préparant à rentrer chez moi. Ce soir-là, je surveillais les flux vidéo des caméras mais ne trouvais rien d'inhabituel. Par conséquent, j'optais pour revoir les enregistrements antérieurs. Le système commençait à enregistrer lorsqu'une personne entrait dans la pièce équipée de caméras, stockant toutes les séquences à centraliser, accessibles à distance. Alors que je faisais un rapide avant du contenu de ce jour-là, je découvris un moment où Jamie était sur son téléphone secret. Je m'arrêtai et inversai la vidéo pour l'observer répondre au téléphone, puis la jouer à vitesse normale. La qualité audio était médiocre, mais j'entendis assez. Elle parlait à quelqu'un, le qualifiant de bébé. Il discutait de mon absence durant la semaine et de la logistique d'une rencontre discrète dans un motel. Malgré mon envie d'entendre le reste, elle rit et tourna le dos à la caméra, rendant impossible pour moi d'entendre toute la conversation. Quand elle se retourna, elle continua, donnant des instructions à la personne pour se garer en bas de la rue dans un café à quelques pâtés de maison. D'accord, bébé, j'ai hâte. Je ne pouvais pas croire ce que j'avais entendu. Il allait être dans ma maison et notre lit. Des pensées de disposer de son corps traversèrent mon esprit, mais l'avertissement de Marc résonnait, me conseillant de ne rien faire de hâtif. Réprimant ma colère, je résolus d'attendre le bon moment, bien que la tension devenait insupportable. Ma femme, l'amour de ma vie,
et la mère de nos 2 enfants, me trahissait. Pourquoi faisait-elle cela? Qu'est-ce qui l'avait poussée dans les bras d'un autre homme? Le vol de retour à la maison fut trop rapide, je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait. Alors je réservai dans un hôtel, contemplant ma prochaine action. Je savais que ce soir-là était la nuit où il viendrait chez moi, et je voulais le voir de mes propres yeux. Était-il quelqu'un que je connaissais, ou quelqu'un du travail? Ce que je devais savoir pour m'aider à décider comment procéder. Sans idée de l'heure de son arrivée, je savais qu'il devait se garer au café en bas de la rue. Alors, j'attendis là. Même si je n'avais aucune idée de son apparence. Pour être sûr, je louai une voiture à l'aéroport, trouvant un endroit avec une bonne vue du parking. J'apportai mon appareil photo, vérifiant la qualité du zoom. Je pouvais être à au moins 100 mètres et obtenir un gros plan de son visage et de sa plaque d'immatriculation. Vers 21h, une BMW M3 argentée entra dans le parking. Je commençai à prendre des photos, et heureusement l'éclairage était bon, me donnant une vue claire de son visage. Ce n'était personne que je reconnaissais, il se gara de l'autre côté du lot, loin du café, puis commença à marcher vers ma maison. Je pris une profonde inspiration pour contrôler ma rage tout en étant assis là. Je me connectai au Wi-Fi depuis le café, visionnant les caméras de ma maison. Après plusieurs minutes, je le vis entrer et embrasser passionnément ma femme. Réprimant ma fureur, j'écoutais leur conversation. Il exprimait ses pensées sur elle toute la journée, et ils discutaient de la façon d'avoir la maison pour eux jusqu'au lendemain matin puisqu'elle avait envoyé les enfants chez ses parents pour la nuit. Et je ne serais pas de retour avant vendredi. Quelle gentillesse de sa part d'avoir envoyé les enfants ailleurs. J'observais alors qu'il commençait à déshabiller ma femme devant notre salon. Elle répondit, et en quelques minutes, ils étaient dénudés, les mains sur chacun. Elle proposa de monter dans la chambre, et ils coururent hors de portée de la caméra vers les escaliers. Alors que j'écoutais leur rire, laissant leurs vêtements étalés sur le sol, je réalisai que je devais agir. Heureusement pour moi, je sortis de ma voiture et redescendis vers ma maison. La porte d'entrée était laissée déverrouillée alors qu'il se précipitait dans les escaliers, ce qui rendait les choses plus faciles pour moi. Je me dirigeai directement vers ses pantalons, découvrant son portefeuille avec toutes les informations nécessaires et un peu plus. Avec son portefeuille en main, je me dirigeai vers mon bureau au premier étage, en face de notre chambre, minimisant le risque d'être blessé. Allumant mon ordinateur et le scanner de la imprimante, j'attendis qu'il s'allume. Une fois prêt, je commençai à scanner des articles du portefeuille de Stéphane Bannisté, copiant son permis de conduire et d'autres détails. Après avoir remis le portefeuille, je pris des photos de leurs vêtements éparpillés et commençai à enregistrer ce que je voyais avec la fonction vidéo de la caméra, montant doucement les escaliers. Alors que j'atteignais le sommet, des sons faibles de leurs ébats parvinrent à mes oreilles, me retournant l'estomac. La porte de la chambre était grande ouverte, et ils croyaient avoir la maison pour eux. Lentement, je me dirigeai vers la chambre. Avec leur voix devenant plus forte, je me retrouvai dans l'embrasure de la porte, observant Steve sur le dos, déshabillé, avec ma femme au-dessus dans la position classique 69, se plaisant mutuellement. Ils étaient tellement absorbés que je parvins à quelques pas dans la pièce sans être remarqué. Conscient que les caméras cachées n'offraient pas la meilleure définition, je désirais une vidéo haute définition. J'enregistrai plusieurs minutes avant de résister à l'envie de prendre une batte de baseball et de l'attaquer. Les sages paroles de Marc résonnaient dans ma tête. Ne fais rien de stupide. Alors, je reculai lentement et quittai la maison. Après avoir conduit de retour à l'hôtel, mon esprit était en désordre et la haine que je ressentais était à son comble. Je ne pouvais pas me rappeler avoir été aussi en colère et cela commençait à me faire peur. J'appelai Franck, partageant ce que j'avais fait et les informations obtenues. Franck reconnut mes actions mais exprima des préoccupations concernant le risque d'être à nouveau dans la maison. Il s'excusa pour la situation et offrit toute l'aide qu'il pouvait fournir. Je le remerciai et mentionnai mon besoin de parler avec quelqu'un. Et mon intention de demander un service à Marc. Franck accepta d'organiser une rencontre avec Marc ce week-end, car Marc avait exprimé sa volonté d'aider. Après la conversation avec Franck, j'essayais de dormir sans succès. Je décidai de vider mon esprit et de dépenser ma rage lors de ma course matinale habituelle. Cependant, cela ne fit guère pour apaiser mes émotions. Après la course, je pris une douche puis une longue sieste pour faire face au manque de sommeil de la nuit précédente. Rendant la voiture de location à l'aéroport, je pris ma propre voiture et me dirigeai directement au bureau pour vérifier et parler avec Al. Je devais réduire mes déplacements professionnels, et en entrant dans le bureau de Al,
je fermai la porte et l'informai de ma situation. Je mentionnai le désir de ma femme que je sois plus souvent à la maison et exprimai le besoin de changement dans mon emploi du temps de voyage. Je regardai Al, attendant sa réponse. Al m'informa que ma promotion avait été approuvée et que je n'aurais plus à voyager aussi fréquemment. C'était un soulagement bienvenu, bien que je ne puisse pas pleinement le saisir sur le moment, mon esprit était consumé par la connaissance de l'infidélité de ma femme. Al remarqua ma distraction et exprima des préoccupations. Concernant mon comportement récent, je me sentais obligé de lui confier ce que j'avais découvert. Je lui racontai avoir surpris ma femme avec son amant et les avoir enregistrés ensemble. Al réagit avec choc et sympathie, offrant son soutien. J'expliquai que j'avais besoin d'être plus chez moi pour sauver mon mariage, et je lui demandai de garder la situation confidentielle, craignant que quelqu'un dans le bureau puisse être impliqué dans la fuite d'informations concernant mon emploi du temps. Al accepta de me couvrir si j'avais besoin de temps libre pour rassembler des preuves contre ma femme. J'exprimai mon désir de l'affronter avec des preuves indéniables pour soit sauver le mariage, soit me protéger dans un divorce. Al hocha la tête en accord, promettant son assistance et sa discrétion. Après avoir remercié Al, je quittai son bureau en me sentant un peu soulagé que les choses se mettent en place, même si, au fond, je savais que mon mariage était au-delà de la réparation. Je rentrai chez moi ce soir-là et essayai de mon mieux d'agir normalement. Mes filles m'attaquèrent en me voyant franchir la porte et je dus m'empêcher de pleurer, pensant à la façon dont elles seraient affectées si un divorce devait se produire. Je n'aimais pas l'idée d'avoir à demander la permission pour rendre visite à mes propres enfants. Je dois obtenir la garde de mes enfants. Samedi, pendant que ma femme et mes enfants faisaient du shopping, je rencontrai Marc et Franck dans un dîner. Je les informais des progrès que j'avais réalisés dans la collecte d'informations. Marc fit remarquer mon courage et exprima sa surprise que je n'ai pas entrepris d'action plus drastique. Il demanda ensuite comment il pouvait m'aider, mentionnant que Franck avait parlé de mon séjour en prison. Franck et Marc me regardèrent avec curiosité. Pendant l'heure suivante, j'expliquai mon plan et décrivis ce que j'espérais accomplir avec les liens de Marc. À la fin, Marc sourit et exprima son admiration pour le plan. Il mentionna connaître quelqu'un qui pourrait potentiellement m'aider et proposa qu'il pourrait recommander d'autres personnes, bien qu'il mit en garde que ceux-ci s'attendraient probablement à un paiement. Marc accepta de passer quelques appels à ses contacts. Je lui donnai mon numéro de portable et lui demandai de me contacter une fois qu'il aurait parlé à ses amis pour que nous puissions organiser une rencontre pour finaliser les détails. Après avoir discuté de quelques autres idées, je prévoyais de les mettre en œuvre dès que possible. Je réalisais que je devais faire quelques achats en ligne supplémentaires pour me préparer pour la prochaine phase de mon plan. Le reste du week-end se déroula comme la plupart des week-ends, avec une différence notable. Dimanche soir. Ma femme et moi avons généralement des relations sexuelles ce soir-là. Cette fois, elle ne se sentait pas bien. Ce n'était pas la première fois que cela se produisait, donc ce n'était pas surprenant. Mais cela faisait plus d'un mois que nous n'avions pas été proches. Mon prochain voyage approchait, et je demandais à Anne la semaine suivante de congé, mais si quelqu'un appelait le bureau, il devait être dit que j'étais en voyage d'affaires normal. Il n'y eut aucun problème à ce sujet et me souhaita bonne chance. Je devais donc informer ma femme que mon prochain voyage allait durer plus longtemps. Elle n'était pas heureuse, mais c'était à prévoir. Je rassurai ma femme sur le fait que mes déplacements fréquents prendraient bientôt fin et que je serais plus souvent à la maison. Essayant d'alléger l'atmosphère, je plaisantais sur le fait que je serais tellement présent qu'elle se fatiguerait de moi. Cependant, elle ne répondit pas avec un sourire. Au lieu de cela, elle soupira et me dit de l'appeler lorsque j'arriverais à destination. Son attitude était distante, et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que notre mariage touchait à sa fin. Je courus dehors. Avant de dire quelque chose que je regretterais et conduisirais à nouveau vers l'aéroport. Les réunions avec ses clients se passèrent très bien. Et un accord fut conclu rapidement, me permettant de rentrer d'un jour plus tôt. Je continuai à vérifier les caméras pendant la semaine, mais il ne réapparut pas chez moi. Mais je vis qu'elle était avec ce téléphone secret, alors je l'écoutai, et je savais que c'était l'opportunité que je cherchais, même si cela me heurtait d'entendre ce qu'elle allait faire. J'allai au bureau et trouvai les articles que j'avais commandés qui m'attendaient. Connaissant la routine normale de ma femme, j'avais facilement placé un de ces articles où elle ne serait pas susceptible de le trouver. Elle allait à la salle de sport 4 fois par semaine, et je savais où et quand. J'avais ses clés de voiture de rechange et pouvais placer l'article où elle ne le trouverait pas. Ensuite, je me rendis au condo de Steven pour voir s'il était là. Je vis sa voiture garée dans le garage,
donc je supposais qu'il était chez lui. J'apportai ma caméra et vérifiai si je pouvais le voir à l'intérieur. J'eus beaucoup de chance en le voyant à travers ces portes coulissantes et qu'il n'était pas seul. Il était avec une autre femme et il semblait être romantiquement lié alors qu'ils s'embrassaient et se touchaient comme un couple amoureux. C'était trop beau pour être vrai alors que je prenais une vidéo de leur affection l'un pour l'autre. Quand je les vis partir ensemble, je les suivis à une distance de sécurité. Ils allèrent déjeuner, ce qui me donna l'occasion de placer l'autre article sur sa voiture. C'était un peu plus difficile et dangereux si quelqu'un me voyait mais je pus le faire sans être attrapé. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était d'attendre. C'était la chose la plus difficile à faire. Je reçus un appel de Marc, qui m'informa qu'il avait un ami qui pouvait aider à mon plan. Nous décidâmes de nous rencontrer dans ma chambre d'hôtel pour éviter d'être vus ensemble en public, compte tenu de la nature des activités que nous planifions. Quand ils arrivèrent, Marc me présenta à Gio, un hacker informatique qui pouvait aider avec notre plan. Pendant l'heure suivante, je racontais les détails de l'infidélité de ma femme et exprimais mon désir de vengeance contre son amant. Je leur montrai des copies du contenu du portefeuille de l'homme que j'avais obtenu. Joe aborda des préoccupations concernant la légalité de notre plan et exigèrent de savoir ce que cela pouvait lui rapporter. Après une courte réflexion, j'offris à Joe $5 000 en espèces. Il accepta les termes mais insista pour recevoir la moitié du paiement à l'avance et le reste à la fin du travail. Nous discutâmes de la nécessité d'accéder à l'appartement de l'homme pour accéder à son ordinateur et rassembler des preuves supplémentaires contre ma femme. Avec les informations que j'avais sur Steven, Joe utilisa mon ordinateur portable pour consulter ses achats récents. Ce qui ressortait étaient les 2 billets d'avion pour Las Vegas et une réservation d'hôtel pour 5 nuits. Cela signala notre décision de pénétrer dans son appartement, poussant Joe à demander s'il savait s'il y avait un système d'alarme. J'admis que j'étais incertain, alors Joe accepta d'enquêter et de revenir vers moi. S'il y avait un système d'alarme, il insista sur un paiement supplémentaire pour faciliter notre entrée. J'acceptai de le payer davantage. Sous réserve de justification. Il semblait que ma femme planifiait un dernier voyage avec cet individu. Je vérifiai ma tablette pour confirmer l'utilisation des dispositifs de suivi que j'avais placés dans leur voiture pour surveiller leurs emplacements. De plus, je vérifiai les caméras vidéo à domicile, confirmant qu'elle avait préparé un petit bagage à main pour le voyage. Le jour arriva, et je surveillais leur progression depuis ma chambre d'hôtel. Appelai Joe, et il accepta de se rencontrer plus tard dans l'après-midi. Alors qu'il n'avait pas identifié de système d'alarme visible, il souligna la nécessité de la prudence. Nous nous rencontrâmes quelques pâtés de maison du condo de Stephen et discutâmes du plan pour gagner l'entrée. Joe, s'appuyant sur son expérience carcérale, avait la compétence de crochetage de serrure. C'était juste après le coucher du soleil, et l'obscurité croissante aiderait à maintenir la discrétion. Joe, avec son ordinateur portable dans un sac à bandoulière et ma caméra à la porte d'entrée du condo de Stephen, se baissa immédiatement et travailla sur les serrures pendant presque 1 minute. Bientôt, la porte était ouverte et nous entrâmes. D'abord à vérifier s'il y avait des signes d'un système d'alarme. Satisfait qu'il n'y en avait pas, nous continuâmes à localiser l'ordinateur de Steven. Heureusement, c'était ouvertement accessible, ce qui permettait à Joe de mener à bien ses tâches. Je l'interrompis en disant d'attendre, tandis que je filmais lentement la disposition de la pièce. Je voulais m'assurer que nous laissions tout comme nous l'avions trouvé. Joe hocha la tête en accord, reconnaissant l'importance de ne laisser aucune trace derrière nous. Il reprit son travail alors que j'explorais à la recherche de preuves potentiellement compromettantes. En feuilletant son courrier, y compris des relevés bancaires et des factures de cartes de crédit, je me dirigeai vers sa chambre, capturant des images vidéo. La propreté remarquable et les meubles haut de gamme suggéraient l'aisance, me laissant encore incertain quant à sa profession. L'exclamation de Joe, « Trésor », me ramena au salon. Il avait réussi à accéder au paiement de factures en ligne de Stephen, découvrant des chèques et des cartes de crédit supplémentaires. J'étais content. Ayant apporté un lecteur de cartes pour enregistrer les informations de la bande magnétique, Joe proposa de faire des copies pour des achats en ligne, maximisant potentiellement ses cartes en quelques heures. Joe sourit et demanda s'il était possible de vider le compte bancaire de l'homme. Je confirmai que cela pouvait se faire, ayant l'intention d'exécuter la transaction depuis l'ordinateur de l'homme pour la rendre légitime. Joe mentionna la possibilité que la banque appelle pour vérifier la transaction, mais m'assura qu'aucun mot de passe n'était nécessaire. J'avais déjà copié le numéro de sécurité sociale de l'homme de son portefeuille.
Je riais de son imprudence et donnais à Joe le feu vert pour continuer. Exprimant mon désir d'infliger un maximum de dégâts à l'homme, je suggérais de vider son compte bancaire immédiatement et de saboter ses cartes de crédit le jour de son retour de Las Vegas. Joe acquiesça avec enthousiasme, qualifiant cela de cadeau de retour approprié. Il souligna l'importance de couvrir nos traces. Pour éviter toute répercussion. Je le rassurai en disant que je prenais des précautions pour éviter d'être détecté, pointant les gants en latex que nous portions comme preuve de notre prudence. Je retournai fouiller dans sa chambre et ne trouvais pas grand-chose jusqu'à ce que je regarde au fond de son placard. Je trouvai une boîte à chaussures contenant plusieurs disques DVR enregistrables. Ils étaient étiquetés avec les noms de femmes. En sortant la boîte, je la versai sur son lit et commençai à les trier. Je ne reconnus aucun des noms jusqu'à ce que je voie celui de Jamie. Cet idiot avait enregistré les deux ensemble. Mais pourquoi? Joe m'appela dans l'autre pièce pour me montrer quelque chose qu'il avait trouvé. Il expliqua que l'homme que nous ciblions était impliqué dans un chantage, possédant de nombreuses vidéos de femmes avec Steven. Ces vidéos montraient clairement les visages des femmes. Mais le visage de Steven n'était pas toujours visible en raison des angles de la caméra. Certains courriels indiquaient que les femmes étaient extorquées d'argent, avec des menaces d'exploiter les vidéos contre elles devant le tribunal. Joe spécula que Steven s'attaquait aux femmes mariées avec des enfants, exploitant leur vulnérabilité pour son propre profit. Cherchant à me venger, je demandai à Joe si Steven gardait toutes les vidéos sur son disque dur. Joe répondit qu'il n'en était pas sûr, mais suggéra que les DVD trouvés dans le placard pourraient contenir les seules copies. Je décidai de rassembler les DVD et de chercher un disque de sauvegarde, mais je ne pus en trouver un. Revenu vers Joe, j'appris qu'il avait localisé le disque de sauvegarde. Après avoir ordonné à Joe de faire une sauvegarde complète et d'effacer le disque du portable, je lui expliquai notre plan de ruiner Steven en mettant fin à son schéma de chantage. J'exprimai également mon désir d'informer les femmes impliquées qu'elles n'étaient plus sous menace. Je demandai à Joe d'imprimer tous les courriels pertinents pour que je puisse créer un compte email pour communiquer avec elles. Il proposa de configurer le compte depuis l'ordinateur de Steven, et j'acceptai l'idée. Après avoir terminé, je fis un dernier tour des lieux avant que nous verrouillions et partions rapidement. De retour aux voitures, je donnai à Joe une enveloppe contenant le reste de son paiement, exprimant ma gratitude pour son aide. Nous nous serrâmes la main, et il me certifia qu'il serait prêt à mettre en œuvre la prochaine phase de notre plan quand il le faudrait. Sur ce, il s'éloigna, et je retournai à mon hôtel pour continuer à appliquer mon plan. J'appelai mes beaux-parents pour prendre des nouvelles de mes enfants. Mon beau-père répondit, et je le saluai joyeusement, m'enquérant des enfants, et exprimant mon espoir qu'ils ne causaient pas trop de problèmes. Il me rassura en disant que les enfants se comportaient bien et mentionna le voyage de week-end de Jamie avec ses amis. Je feignis l'ignorance et dis que je n'avais pas encore parlé avec elle, soulignant que je voulais m'assurer que les enfants étaient installés avant de la contacter. Après notre conversation, il était évident que le père de Jamie n'avait aucune connaissance de son aventure à Las Vegas. Cela renforçait encore davantage mon mépris pour ses actions. Mon prochain appel fut à la maison, sachant qu'elle n'y serait pas, alors je laissai un message. Ensuite, j'attendis 1 heure, et quand elle ne me rappela pas, je l'appelai à nouveau sur son portable. Elle ne répondit pas, alors je laissai un message disant que j'étais inquiet d'avoir appelé la maison et qu'elle n'avait pas répondu ou me rappelé, et maintenant elle ne répondait pas à son portable. S'il te plaît, appelle-moi juste pour que je sache que tu vas bien. J'ajoutai également que si je n'avais pas de nouvelles d'elle dans l'heure, j'appellerais ses parents. 15 minutes plus tard, je reçus un appel surprise de Jamie. Elle demanda si tout allait bien. Mentionnant qu'elle avait essayé d'appeler la maison mais n'avait reçu aucune réponse. Je lui assurai que tout allait bien, expliquant que j'avais emmené les filles chez mes parents après avoir passé du temps avec des amis. La réponse de Jamie semblait quelque peu tendue. Je suggérai que nous sortions ensemble une fois que je serais rentré chez moi dans une semaine, mais sa réponse semblait incertaine. Me sentant suspicieux, je pressai Jamie, la taquinant et essayant de la rendre nerveuse. Elle prétendit être fatiguée et laissa entendre vouloir mettre fin à la conversation. Respectant ses souhaits, je lui souhaitai bonne nuit et lui exprimai mon amour avant de mettre fin à l'appel. Malgré mes efforts pour rester calme, la colère commença à réapparaître en moi. Je ne dormis pas bien, et je me levai donc tôt pour ma course matinale. Je rentrai dans ma chambre d'hôtel et pris une longue douche agréable. Ensuite, j'appelai le bureau et vérifiai si quelque chose nécessitait mon attention, mais tout semblait se dérouler sans accroc là-bas. Puis j'ai reçu l'appel.
Chaque parent craint que Rebecca ait été blessée à l'école et ait dû être emmenée à l'hôpital. À ce moment-là, rien ne comptait plus pour moi que la sécurité de mon enfant. L'école avait d'abord appelé ma maison. Quand personne ne répondit, ils essayèrent de m'appeler au travail, ce qui fit qu'une personne de mon bureau m'appela. Je rappelai l'école, et on m'informa qu'elle s'était cassé le bras et était à l'urgence en train d'être soignée. Je me précipitai hors de la porte et allai directement à l'hôpital. Une fois là-bas, j'appelai le portable de Jamie et, lorsqu'elle tomba sur ma messagerie vocale, je hurlai dans le téléphone que si elle ne me rappelait pas dans les 15 minutes, mon prochain appel serait à un avocat spécialisé dans les divorces. Ce fut 1 heure plus tard que mon portable sonna. Je vis que c'était Jamie. Je rejetai l'appel et restai avec ma fille alors que le médecin mettait son bras dans un plâtre. Elle pleurait, disant qu'elle voulait sa maman. Je voulais la réconforter, mais je ne savais pas quoi dire. Cela prit un certain temps, mais elle finit par se calmer, et je l'emmenai chez ses grands-parents. Mon téléphone sonna à nouveau, et encore une fois, je rejetai. Je contactai un bon avocat spécialisé dans les divorces et fixai un rendez-vous pour le lendemain. Ensuite, Jamie appela à nouveau. Je répondis à cet appel. Elle me salua avec sarcasme, faisant allusion à ma chance supposée aux tables de blackjack et m'informant qu'elle avait contacté un avocat spécialisé dans les divorces. À travers des larmes, elle menaça d'utiliser les vidéos qu'elle avait de moi et Steven ensemble comme preuve pour obtenir la garde complète de nos enfants. Je lui rappelai son absence lorsque notre enfant était à l'hôpital, pleurant sa mère tandis qu'elle se trouvait avec son amant à Las Vegas. Tentant de la rassurer, je suggérai qu'elle pourrait commencer une nouvelle vie avec Steven et potentiellement avoir d'autres enfants. Elle insista sur le fait que c'était moi qu'elle aimait et désirait. Me sentant en conflit, je terminai l'appel, incapable de supporter la tourmente émotionnelle. Je pris Rebecca et Amy chez moi et les aidai à préparer leurs bagages avec quelques vêtements, les amener à mon hôtel et leur trouver une chambre à côté de la mienne. Ensuite, j'appelai le père de Jamie et lui racontai ce qui s'était passé à l'école et qu'entre-temps, nous ne vivrions pas à la maison jusqu'à ce que certaines choses puissent être résolues. Mon beau-père appela et demanda des nouvelles de la situation entre Jamie et moi. J'expliquai que nous avions des problèmes, mais lui proposai de parler à Jamie pour plus de détails. Il m'informa qu'il s'occuperait des filles en attendant jusqu'à ce qu'il soit sûr de leur bien-être et de leur sécurité. Bien qu'il ne comprenne pas tout à fait, il nous souhaita le meilleur et espéra que nous pourrions résoudre nos problèmes. J'appelai ensuite mon avocat et lui ordonnai de procéder pour servir ma femme. Ensuite, j'appelai Mark et lui ordonnai de semer le chaos pour Stephen en maximisant ses cartes de crédit, vidant ses comptes bancaires et ruinant son crédit. Plus tard dans la nuit, Jamie m'appela, en détresse. Hésitant initialement à répondre, je finis par le faire après avoir reçu un texto d'elle. Elle expliqua en pleurant que Stephen la faisait chanter, menaçant de partager des vidéos d'eux de Vegas avec d'autres. Je répondis froidement, suggérant qu'elle avait amené cela sur elle en s'engageant dans l'affaire. Je raccrochai, sachant que Jamie devait faire face aux conséquences de ses actions. Elle avait choisi de partir de chez elle et de son mariage pour son propre plaisir, et maintenant, elle devait faire face aux répercussions. Après avoir décidé de mettre fin aux relations avec Jamie, je devais m'occuper de son amant, Steven. J'appelai Mark et lui informai que j'avais contacté mon avocat pour faire parvenir des papiers de divorce à Jamie, ce qui prendrait quelques jours. Pendant ce temps, je voulais transférer mon argent à l'étranger, m'assurant que mes fonds étaient protégés. Mark questionna ma décision, mais je le rassurai en disant que j'en avais fini avec Jamie et que j'étais déterminé à lui donner ce qu'elle méritait. Mark mentionna un changement de plan et proposa de se retrouver à 17h. Nous nous réunîmes dans un bar et engagâmes une longue conversation qui dura presque 2 heures. Avant de nous séparer, nous nous serrâmes la main et je lui remis une enveloppe substantielle. Pendant les 3 jours suivants, Jamie continua à appeler, et je continuai à ignorer, je voulais qu'elle souffre. Vendredi soir, je reçus l'appel que j'attendais avec impatience. C'était un appel vidéo. Je répondis à l'autre bout. Il y avait un homme attaché à une chaise et tout ensanglanté. Une voix en arrière-plan informa Stephen que son ami avait un message pour lui. Stephen, regardant l'écran, fut interpellé par quelqu'un qui mentionna son récent voyage à Tijuana et la fatigue qui devait l'accompagner. Le locuteur laissa entendre que les problèmes financiers de Stephen l'aideraient à se cacher de la banque. Il continua, mentionnant quelqu'un nommé Santiago et son ragoût spécial, laissant entendre une implication sinistre. Ils expliquèrent qu'ils auraient pu engager des poursuites légales contre Stephen pour aliénation d'affection mais qu'ils avaient décidé de ne pas perdre leur temps.
Le message se conclut par un adieu à Stephen, indiquant que quelqu'un nommé Monsieur Lopez était désormais impliqué. Je vis Stephen pour la dernière fois ce jour-là. Dans ses yeux, je vis la peur. C'est ce que j'appelle un bon investissement. Stephen était encore en vie lorsqu'il fut abaissé dans le grand tambour bleu rempli du mélange spécial de Santiago. Personne n'a jamais entendu parler de lui depuis. Personne n'a même demandé des nouvelles. 7 mois plus tard, j'étais un homme libre, j'obtins la garde de mes filles, je devins propriétaire de la maison jusqu'à ce que mes filles atteignent 19 ans, puis nous pourrions vendre et partager la différence. Il n'y avait pas de pension alimentaire ni de soutien aux enfants, je ne voulais rien avoir à faire avec Jamie, mais elle avait des droits de visite, et je déposais généralement les filles chez elle et partais. 1 an plus tard, je commençais à sortir avec Lisa. Elle était précédemment enseignante d'Amy, et il semblait qu'Amy aimait sa compagnie plus que celle de sa mère. Je n'avais pas décidé de me marier et je prenais cela lentement. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.